Je m'appelle Marco Benedetti et je suis le directeur général de l'interprétation à la Commission européenne. J'ai commencé à travailler il y a 36 ans dans ce même service et je suis à quelques jours de mon départ à la retraite. Alors, il y a des impressions, des souvenirs qui viennent et je voudrais en partager quelques-uns avec vous. Par exemple, la première fois où je me suis retrouvé dans une cabine en tant qu'interprète en activité, c'était au comité de gestion lait. Et c'était un vendredi après-midi. Habitué au rythme du travail que j'avais en Italie où je me trouvais avant de venir à Bruxelles, et à cause du fait que je me trouvais en permanence pour ce vendredi après-midi, je ne m'attendais pas du tout à devoir me mettre à interpréter des questions sur les quotas lait proférés par un président qui avait un accent irlandais, un défaut de prononciation et qui fumait la pipe pendant qu'il parlait. Donc ça a été un choc énorme. Mais bon, d'autres réunions ont été moins choquantes pour un débutant. Nous étions en janvier 1979, ou 79, comme j'ai appris qu'il fallait dire ici en Belgique, et les langues de l'Union européenne étaient 6. Donc, la préparation d'une réunion et aussi l'interprétation, la gestion des relais pour les langues qu'on ne connaissait pas était beaucoup plus simple. Maintenant, vous savez très bien que nous sommes à 24 langues. L'irlandais n'est pas souvent présent, mais au moins 23, ça fait une équipe de 70 interprètes avec des retours et des relais dans tous les sens. Et donc, franchement, moi, je n'ai plus travaillé en cabine depuis quelques années, mais je peux m'imaginer que la complexité du travail et de la préparation, car le nombre de sujets a aussi énormément augmenté, doit être bien plus grande. Et d'ailleurs, en parlant de préparation, il faut se rendre compte que quand j'ai commencé comme interprète il y a 35 ans, nous n'avions, quand nous les avions, que des glossaires à notre disposition. Et si on voulait être sérieux, il fallait compléter cela par des recherches sur des encyclopédies qui pouvaient être dépassées, qui l'étaient très souvent, alors que maintenant, c'est les terminologies online, les documents qui sont déjà disponibles sur le programme d'ordinateur, et donc c'est tout à fait autre chose. Les missions aussi étaient différentes. D'abord, on recevait une fameuse enveloppe, l'enveloppe brune, quand on allait chercher notre courrier dans des casiers, car évidemment nous n'avions pas d'ordinateur et toutes les nouvelles arrivaient par courrier. Et quand on voyait dépasser de notre casier une enveloppe brune format A3, on se disait, voilà, j'ai une mission. Alors ça pouvait être une mission très exotique, comme la première que j'ai eue en dehors de l'Europe, c'était 3 semaines à New Delhi, ou pas exotique du tout, comme Luxembourg par exemple, mais aussi comme la première mission que j'ai faite, c'est-à-dire dans le centre de recherche de la Commission, du CCR, à Petten, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est quand même un pays exotique, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et le problème, c'est que moi, je ne parlais pas un mot de néerlandais, même pas cette connaissance qu'on acquiert, disons, par osmose après autant d'années vécues à Bruxelles. Donc, je me suis garé, car j'étais allé en voiture, et j'ai regardé le long de la rue, et j'étais sûr de retrouver ma voiture. À la fin de la réunion, le soir, je ne la retrouvais pas. Alors j'ai demandé à un collègue, mais dis-moi, tu sais où se trouve Fietspad? Alors lui, qui connaissait le néerlandais, s'est mis à rire parce que, en fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, moi maintenant je le sais, à mes dépens, ça signifie piste cyclable. Donc ce n'était pas la seule, évidemment, à Alkmaar, où nous étions garés, et donc il m'a fallu un certain temps pour trouver ma voiture. C'est une des nombreuses anecdotes qui sont liées aux missions, car un des aspects les plus intéressants, ou du moins ça l'a été pour moi, de ce métier, c'est qu'on voyage beaucoup. Évidemment, en 35 ans, beaucoup de choses ont changé, même radicalement, même si ces 35 années, je ne les ai pas vues passer. Par exemple, pour le métier, c'est clair que maintenant, on est allé vers une direction qui a pratiquement abandonné la consécutive, alors que c'était le pilier
de la profession quand je faisais mon stage. Ça existe encore, évidemment, mais ça existe dans des occasions à très haut niveau, des bilatérales, donc c'est rare et difficile. Sinon, la simultanée, bien entendu, mais aussi les nouvelles technologies. Nous savons tous que le changement n'a pas été facile. Il a été très bien réglementé. Je veux parler de la téléinterprétation, la remote, évidemment. Et c'est bien car ces changements doivent être pilotés et encadrés. Mais l'Union européenne a aussi beaucoup changé. Les réunions de l'Union, qui ne s'appelait pas l'Union à l'époque, évidemment, par exemple maintenant, dans les grands conseils, les grandes réunions des conseils des ministres, il n'y a pratiquement plus de négociations. Étant donné le grand nombre de délégations, les délégués, les ministres n'ont pas le temps de négocier entre eux. Ils doivent se borner à lire des déclarations qui à sont la plaie de l'interprétation car elles sont lues trop vite et dans un langage qui ne correspond pas toujours à la meilleure langue que le ministre pourrait parler. Donc voilà, tout ça, ça a changé. Ce qui, il me semble, n'a pas changé, en revanche, c'est cet esprit de solidarité, de famille qui se trouve dans notre direction générale et qui me paraît toujours plus fort. C'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir parce que j'ai adoré travailler dans cette atmosphère, surtout depuis que j'en suis le responsable, le chef de service d'abord et puis le directeur général. Je crois qu'il y a même eu un rapprochement entre ce que les interprètes appellent l'administration et les interprètes eux-mêmes. À cause des instruments plus perfectionnés qui sont maintenant utilisés pour la communication avec les interprètes, mais aussi à cause de la disponibilité d'une très très grande partie de l'administration que je tiens ici encore une fois à saluer. Alors, est-ce que il y aura un avenir pour ce service, pour cette direction générale, pour le métier de l'interprétation? Sincèrement, je pense que oui, parce qu'il y a des raisons fortes pour le maintien du multilinguisme. Il y a des raisons juridiques. Les décisions ne peuvent pas être prises ni communiquées aux citoyens européens en une ou peu de langues. Il faut que les textes de ces décisions parviennent à tous les citoyens dans leur langue maternelle, mais il faut aussi que les négociations, au moins au dernier stade, puissent se tenir dans la langue de chacun. Ce qui veut dire qu'il est obligatoire d'avoir toutes les langues, qu'elles soient utilisées, parlées, écoutées ou pas, lors de la prise de décision ultime d'un règlement ou d'une directive européenne. Ça, c'est la partie juridique. Et puis, il y a la partie démocratique. Il est évident que chacun doit pouvoir s'adresser à la Commission, écouter ses décisions dans la langue de son choix. Il est évident aussi que l'identité des peuples n'est complète que si chacun peut, s'il le souhaite, s'exprimer dans la langue de son choix. La diversité culturelle et linguistique n'est pas un problème, n'est pas un handicap, c'est une richesse. Et celui qui a créé la devise de l'Union européenne, unité dans la diversité, l'a très bien compris. Cela comprend tout cela. Maintenant, de la part des interprètes, une chose est fondamentale, c'est qu'ils apportent la qualité dans leur travail. Sinon, les gens préféreront se débrouiller avec l'une ou l'autre langue de communication, pratiquement toujours la même, perdant ainsi la qualité dans la communication et acceptant une certaine médiocrité des propos. Si les interprètes arrivent à maintenir, et j'en suis convaincu, la très grande qualité de leur travail, alors ils seront encore nécessaires et ils seront encore utiles. C'est ce que je souhaite au service, et pourquoi pas, à l'Union européenne aussi.